Bonjour à tous. On parle pas mal de droit aujourd'hui, j'ai l'impression. Là, le pacte du trail, peut-être qu'on a parlé beaucoup de contraintes pour le moment. Là, c'est plutôt une opportunité. Euh, et puis peut-être pour faire le lien aussi avec la première intervention, je me disais, c'est là, vous savez, la récompense immédiate, la récompense différée. Bon, la différée, elle est moins enviable, hein, elle fait moins envie. Bon, en fait, c'est un peu le maître mot en fiscalité, c'est anticiper. Et donc, on est dans la récompense différée. Euh, mais c'est pas forcément idiot parce qu'il y a une très très grosse différence. On n'est pas entre gagner une plaquette de chocolat ou deux plaquettes de chocolat, mais on peut être de 1 à 10 ou de 5 à 10 ou de 0 à 10 selon les cas. Voilà. Alors, j'ai mon anti-sèche. On passe au pacte du trail. Alors c'est un peu en haut de l'affiche, le pacte du trail. Vous en avez peut-être entendu parler, enfin en tout cas dans les journaux on en parle un petit peu. C'est un régime pour les transmissions d'entreprise. Alors c'est comme disait Jean-Christophe, c'est que tout le monde n'était pas forcément concerné par le sujet. Alors on va l'aborder de manière un peu différente, mais en faisant une petite vision d'ensemble. Et je crois que j'ai 30 minutes, peut-être 40, mais je vais aller le plus vite possible. Le PowerPoint sera peut-être un peu plus fourni. C'est de se dire que le pacte du trail, oui, c'est pour transmettre, mais c'est aussi un peu ça peut être vu comme une assurance d'essai. Alors l'assurance d'essai, c'est généralement quand on s'y attend pas. Et donc, c'est de se dire, si jamais il y a un décès brutal, qu'est-ce qu'on laisse à ceux qui restent. Donc, ça va être un petit peu le fil rouge avec une vision d'ensemble. Alors, le pacte du trail, voilà, c'est un peu juridique, hein, il y a 5 points, les règles applicables, sans, avec le pacte, les conditions d'application, l'intérêt de signer. Et en fait, l'intérêt, pourquoi assurance décès? C'est parce qu'on signe un papier, on va dire que ça fait 5 pages, on verra à la fin. Et puis en fait, curieusement, parce qu'on pourrait penser le contraire, si on le déchire ou si on ne le respecte pas, tant qu'on n'a pas transmis, il n'y a pas de conséquences. C'est ça le côté assurance décès, c'est que c'est une opportunité sur laquelle en fait il y a très peu, voire pas de contraintes. Alors, les règles applicables sont du trail. Pour le dire très vite, voilà, c'est que vous savez qu'on transmet. Là, on a pris le barème, je dirais, ligne directe, c'est-à-dire parents-enfants ou petits-enfants d'ailleurs. Et vous avez un barème progressif qui va de 0 avec un abattement de 100 000 euros pour les enfants qui se renouvellent tous les 15 ans. Et puis 45%, c'est le taux maximum. Comme vous voyez, c'est quand on dépasse 1,8 million en termes de base taxable. Et puis, lorsqu'on est en donation, c'est aussi vrai en succession, parce qu'il y a 2 types de transmission à titre gratuit. C'est soit je donne, soit je décède. Voilà. Surtout en donation, généralement, on a envie de donner pour préparer, mais on n'a pas envie de se déposséder non plus. Donc l'idée, c'est quoi? C'est de donner la nue propriété aux enfants et de garder l'usufruit, c'est-à-dire la jouissance, souvent le contrôle, pas dans le pacte du trail, enfin ça dépend. Et puis les fruits, mais en fait, la donation est faite, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de coût pour les suivants, c'est-à-dire souvent pour les enfants. Pour le dire voilà, avec des petits pictogrammes, on retrouve là les 45% parents enfants, les abattements de 100 000 euros par enfant. Quand on donne entre conjoints, alors conjoint aujourd'hui ça veut dire marié, pacsé, c'est pareil en fait. Et à ce moment-là, la donation est taxable, l'abattement c'est 80 000 toujours tous les 15 ans. En revanche, en cas de succession, il n'y a pas de droit entre conjoints. Ce qui fait que finalement, qu'est-ce qu'on fait? Souvent, on donne aux enfants et puis on ne donne pas aux conjoints. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est de préparer l'aspect succession, notamment avec 2 outils, mais ce n'est pas le sujet. C'est, je dirais, les régimes matrimoniaux et puis le testament, fondamentalement. Alors, là, je vais aller très vite. Le rappel fiscal, c'est quoi? C'est que si vous n'avez pas donné dans les 15 dernières années, vous avez droit aux abattements. Et puis sans ça, on monte dans l'échelle, des 100 000 à 0, puis 0, 10, 15, 20, jusqu'à 45% en ligne directe. Le Dutrail. Le Dutrail, pourquoi c'est intéressant? Alors c'est intéressant en fait pour 3 raisons. Alors souvent, j'ai interrogé ChatGPT hier soir pour voir ce qu'il me disait. Alors il voit bien le premier sujet, c'est-à-dire que le Dutrail, c'est un abattement de 75%. Alors 75%, enfin, ça veut dire divisé par 4 en réalité, pour le dire. C'est-à-dire que quand je donne une entreprise qui vaut 100, en fait, l'assiette, c'est 25.
Donc déjà, on divise par 4. Ça veut dire qu'on arrive à 11,25 parce que 45 divisé par 4, ça fait 11,25. Si le maître mot dont je vous parlais, c'était anticiper, en fait, si jamais, parce que ça marche aussi pour la succession, mais si on anticipe et qu'on a moins de 70 ans, si on donne en pleine propriété, alors généralement on ne donne pas plus de 49% aux enfants parce qu'on a un petit peu envie de garder le pouvoir quand même, mais si on donne en pleine propriété, à ce moment-là, on a une réduction des droits de 50%. Donc la division par 4, maintenant on est par 8. Hein. Et donc ça veut dire que les 45% là, qui est le top level, vous avez vu au-dessus des 1,8 million en base taxable, ce qui est déjà pas nul, on arrive à 5,625%. C'est-à-dire qu'on passe de 45 à 5,6. Et enfin, cerise sur le gâteau, alors c'est pas toujours le cas, parce que le Dutreil c'est quand même une usine à gaz, je vous le fais simple, mais c'est une usine à gaz, mais on peut se mettre en condition, c'est un peu le fil rouge, d'être en position d'être là-dedans sans que ça soit compliqué. Ensuite, on se dit est-ce qu'on plonge ou pas. Alors le troisième point, donc, c'est un possible paiement des droits sur 15 ans. Alors avec un taux, avec les taux d'aujourd'hui, qui est de 2,3, parce que c'est des taux réduits, en fait, c'est une quotité du taux légal, ou 0,7, quand on donne en fait plus de 5% par bénéficiaire. Donc vous voyez, quand on cumule tout ça, alors en fait, en succession, sur l'aspect assurance décès, on ne va pas tout cumuler. On va avoir l'abattement de 75, mais on n'aura pas les 50%, par exemple, puisque là, c'est qu'en donation à moins de 70 ans. Mais on pourrait avoir le paiement différé et fractionné, ce qui est quand même très, très important, parce que ça permet finalement de différer, je ne l'ai pas dit, pendant 5 ans, et de payer par semestrialité, donc 2 fois par an, pendant 10 ans, avec des taux qui, aujourd'hui, ne sont pas ceux qu'on trouve à la banque, fondamentalement. Alors, comment on fait? Alors, oui, d'abord l'intérêt. Bon, je vous en ai un petit peu parlé, mais avec un exemple chiffré. Alors, j'en ai récupéré un ailleurs. Donc, on fait pas mal de Dutreil quand même. Et donc là, vous avez une entreprise qui vaut 20 millions. Il y a 2 enfants. L'idée, c'est de leur donner. Alors, en fait, il y a différentes hypothèses. Enfin, c'est une transmission à titre gratuit. Donc, premier étage sans pacte, deuxième étage avec pacte. Sans pacte, la succession, on est à 42%. Pourquoi pas 45%? Parce que ça monte progressivement. Donc, en fait, le taux moyen, c'est 42%. Ensuite, si on donnait... si on donne en pleine propriété, PP, c'est pleine propriété, c'est pareil en réalité. En revanche, on peut donner en nue propriété, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. C'est à la fois, on se dépossède, on prépare sa succession, et en même temps, on conserve quand même le pouvoir, je dirais, surtout si on donne que 49 ensuite, voilà. Et là, en fait, ça dépend de l'âge du capitaine, c'est-à-dire en l'occurrence Monsieur Michel Bernard. Là, il avait 65 ans, et donc, en fait, la nue propriété vaut 60%. Moyen mémotechnique, on est entre 51 et 61, c'est 50-50. Et puis par tranche de 10, ça descend de 10 ou ça augmente de 10. Donc ça, c'est sans Dutreil. Donc on est quand même dans des taux qui se baladent, selon qu'on anticipe ou pas, on va dire de 25 à 40%. Quand on est en Dutreil, en succession, ça tombe à 8,4. C'est assez logique, puisque en fait, on va diviser par 4 en réalité. C'est ce que je dis, c'est vrai ça. Oui, c'est ça, avec le pacte. En donation, en fait, comme il a moins de 70 ans, on divise par 8, donc on passe des 8 aux 4%. Et puis en donation nue propriété, alors ça c'était juste pour le plaisir, c'est que vous voyez, c'est un peu les mêmes taux, 4,21 et 4,13. Oui, c'est-à-dire que quand j'ai moins de 70 ans, j'ai le choix. Soit je peux donner en nue propriété aux enfants, parce que c'est en fait pareil que donner en PP avec une réduction de 50. C'est presque pareil, c'est le 60-40, ou si j'avais moins de 61, je serais à 50-50, c'est en gros pareil. Les vrais techniciens vous diront que c'est un peu différent, mais c'est quand même quasiment pareil. Voilà. Donc c'est vraiment intéressant. La question, c'est est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Est-ce que c'est compliqué? Et puis je vais quand même vous dire 2 choses. C'est la petite note en bleu. Un peu original. Le régime Dutreil, on peut l'utiliser comme un management package. Vous savez, si on veut intéresser un bras droit, par exemple, les actions gratuites, avant les stock options, les BSPCE si la société a moins de 15 ans, tout ça c'est bien. Mais en fait, il y a un truc un peu original qui est de dire, en fait, je vais donner à mon bras droit gratuitement, moi, associé, j'ai 100% de la société, je lui donne 3%, et je vais lui donner en Dutreil.
En fait, quand on donne à un tiers, là on a vu les abattements en ligne directe, on va jusqu'au top niveau, c'est 45%. Quand c'est à un tiers, on arrive tout de suite à 60%. Donc ça cogne. Mais enfin bon, si on divise par 4 les 60%, on est à 15. Et puis normalement, c'est ce qu'on fait, parce qu'on va donner en pleine propriété. Mais si on a moins de 70 ans, on peut peut-être diviser par 8. Et à ce moment-là, les 15, ils passent à 7,5. Interrogez-vous entre je dirais le coût fiscal et social des actions gratuites, des stock options, des BSPCE et une donation d'Utreil. Ça nous arrive de le faire. Je vois qu'Emmanuel qui est là, on l'a fait ensemble. Dans une boîte, je ne sais plus si elle était cotée ou pas d'ailleurs, elle était cotée. Voilà, donc c'était une des possibilités, et finalement c'est celle qui a été retenue. La deuxième chose aussi, c'est aussi pour ouvrir une fenêtre, mais pas aller au bout. En fait, là par exemple, il y a 2 enfants. Le Dutreil, il y a un côté magique, c'est que je pourrais donner 100% à un seul enfant, à charge pour l'enfant qui reçoit, de payer une soulte de 50% à celui qui sortira lui en cash. Et le Dutreil, ça marche pour les deux. Ça marche pour celui qui a l'entreprise et pour celui qui a le cash. Donc c'est un peu magique aussi de ce côté-là. Alors c'est un peu technique, mais vraiment magique. Et c'est un côté encore plus magique que je ne mettrai pas là. Vous avez toujours votre fameux bras droit, mais cette fois-ci, vous avez 2 enfants, mais il n'y en a aucun qui est intéressé. Imaginez que vous dites je vais vendre à mon bras droit, mais en réalité, je vais faire un truc un peu technique. Je ne vais pas lui vendre, je vais lui donner. Mais je vais lui donner un tiers, par exemple, puisqu'il y a mes 2 enfants et lui. Je lui donne un tiers, et il va payer une soulte des 2 tiers à mes enfants. Et en fait, on a le Dutreil pour le tout. C'est un peu curieux, mais ça fonctionne. Et j'ai un petit doute avec un tiers, 2 tiers, mais avec 80-20, le net après impôt des enfants, c'est plus que si j'avais vendu et donné aux enfants, et même d'abord donné et ensuite vendu, ce qui est mieux que de vendre puis de donner. Donc alors là c'est technique, mais c'est vous dire que le Dutreil, c'est de la transmission d'entreprise, mais pas que. Ça peut aussi permettre de la gestion et même de la vente, assez curieusement. Et donc, revenons à notre assurance décès. Alors, je me suis trompé. Hop, les conditions. Alors, d'abord, dans quelle situation peut-on bénéficier du Dutreil? Alors, on est vivant, on est mort. C'est simple. Quand on est vivant, il y a 3 cas. Le don manuel, la donation partage. Le truc le plus classique, c'est la donation partage. C'est le plus sécurisé pour des raisons de droit de la famille. C'est forcément un notaire. Et le Dutreil, parfois, ça coûte tellement peu cher que les frais de notaire ou qu'on ne voit pas, parce que souvent ça coûte très cher les transmissions, là on ne voit plus que ça, on ne voit plus que les frais notariés. Donc on se dit, oula, le notaire, c'est cher. Et à ce moment-là, on se pose la question du don manuel. Pourquoi? Parce que le don manuel, on déclare aux impôts, mais on ne passe pas par le notaire. Alors en fait, ça peut être un peu dangereux pour des raisons de droit de la famille, de rapport à succession, d'action en réduction, enfin de certain nombre de choses. Je crois qu'il y en a un ou deux qui connaissent ça dans la salle. Et donc parfois, on préfère le notaire, mais en réalité, aujourd'hui, avec la jurisprudence, on peut faire des donations-partage manuels. Alors, le seul problème de la jurisprudence, c'est qu'elle peut changer. C'est que la jurisprudence, vous savez, quand la loi change, ça change pour l'avenir. Quand le juge change d'avis, ça change pour le passé. D'ailleurs, c'est sur le pénal là, de tout à l'heure, c'est un des sujets. En fiscal, il y a des gros sujets en matière pénale. Pourquoi? Parce que la règle change au fur et à mesure. Donc, c'est assez embêtant. Quand on l'a fait, on pensait que c'était OK. Et puis 5 ans après, on nous dit non, en fait, c'est du pénal. Alors, je pourrais prendre un exemple ou deux, enfin un que j'ai en tête, qui est tout récent, où ils ont reconnu qu'effectivement, l'administration avait dit en conférence qu'il n'y avait pas de sujet pénal. Et puis là, ils sont condamnés au pénal il y a 2 mois. Et ils disent, oui, mais c'est comme ça. Donc, et ensuite, la donation simple, c'est pour mémoire parce que c'est pas la meilleure en droit de la famille. Et puis la succession. Donc la succession, on revient sur l'aspect assurance décès, mutation à titre gratuit. Soit je donne sans contrepartie, avec une intention libérale, faire un cadeau, l'animus donandi. Soit je décède, là, de toute façon, j'ai plus le choix.
Les conditions. Alors, il faut une société, en fait, c'est réservé aux entreprises, parce que c'est vraiment ça l'intention du législateur. C'est le tissu, je dirais, PME, et puis aussi entreprises moyennes. En réalité, ça vise toutes les entreprises, y compris les sociétés très, très, très grosses. Mais simplement, ça vise des sociétés qui ont une activité opérationnelle. Alors, ça peut être industriel. J'ai mis ICAL, pourquoi? Parce que c'est industriel, commercial, artisanal, agricole et libéral. Voilà. Ça peut être aussi les holdings animatrices. Là, on rentre dans le moteur. Là, il y a un peu de cambouis parce que c'est compliqué. Voilà, on ne peut pas faire ça tout seul. Mais ça veut dire qu'on a une holding qui détermine la stratégie des filiales et qu'on dit qu'elle est commerciale par capillarité parce que en fait, c'est elle qui dirige en dessous. Alors, ce qui est important, c'est qu'il faut maintenir une activité commerciale, mais pas forcément la même sur toute la durée du régime du trail. Et la durée, on va y arriver, c'est 4 à 6 ans, on va dire. Et voilà, puis on a droit à des sociétés interposées, là aussi on rentre dans le technique. Alors, comment ça marche? En fait, il y a 2 temps. Il y a avant la transmission. Et avant la transmission et au jour de la transmission, il faut qu'il y ait le fameux pacte du trail. Alors, quand je décède, il faut dire qu'il faut qu'il soit signé, il faut qu'il soit enregistré. Parce que ce qui compte, c'est pas sa signature, c'est l'enregistrement aux impôts. Et ce pacte, il consiste en quoi? Je m'engage à conserver. Alors, moi tout seul ou moi avec d'autres personnes, je ne suis pas obligé de conserver 34%. Donc, si j'ai 100%, ce n'est pas très compliqué, m'engager à conserver. Il faut aussi un dirigeant, mais si je suis dirigeant, ce n'est pas compliqué non plus. Et puis, si j'ai que 10%, à ce moment-là, je demande à des camarades associés de venir dans le pacte pour prendre cet engagement et monter sur le seuil de 34. Alors, 34, c'est sur les sociétés non cotées. Alors, voilà, donc il faut un engagement de conservation pendant au moins 2 ans, sur au moins 34% du capital, et dont l'un des signataires est dirigeant. Puis le législateur, dans sa grande sagesse, il s'est dit, ceux qui n'ont pas signé, c'est quand même dommage. Donc on a un système qui est celui ce qu'on appelle le pacte du trail réputé acquis. C'est-à-dire que j'ai les conditions à titre personnel, je suis dirigeant de la société opérationnelle, j'ai au moins 34%. Et à ce moment-là, même si je n'ai pas fait de pacte, on va faire comme si j'avais fait un pacte. Ce qui est très sympa, et ce qui veut dire aussi que à ce moment-là, je n'ai pas besoin de signer un papier pour faire une assurance décès. En fait, c'est quand même beaucoup mieux de signer le papier. Pourquoi? Parce que quand je suis en réputé acquis, on passe à la deuxième partie. Vous savez, il faut un engagement de conservation pendant 4 ans. Et il faut des fonctions de dirigeant qui soient exercées. Et quand on est en réputé acquis, c'est uniquement par les bénéficiaires de la donation ou de la succession, de la mutation à titre gratuit. Donc si je décède brutalement, il n'est pas impossible que les enfants, le conjoint, la conjointe ne soient pas en mesure de diriger. Et à ce moment-là, en réputé acquis, ça ne me sert à rien. Et donc, à ce moment-là, il est préférable de signer le fameux pacte, mais on a quand même cette formule qui fonctionne et qui permet finalement de gagner 2 ans, parce que ce qu'on voit là, je vais vous faire un petit schéma, voilà, c'est que finalement, parce que c'est un petit peu plus simple comme ça, vous avez une période minimum pour transmettre, c'est l'engagement, le C, l'engagement collectif. En fait, j'aurais dû rajouter un U parce qu'il peut être unilatéral, c'est-à-dire individuel, mais après on se mélange les pinceaux. Il doit être en cours, c'est-à-dire que je signe l'engagement, je peux donner tout de suite, mais il faut qu'il dure au moins 2 ans. Mais si je ne donne pas, il peut durer 10 ans, 15 ans, 20 ans. Il va être activé le jour où je donne, parce qu'au moment où je donne, au jour où je décède, on va mettre dans l'acte de donation ou dans l'acte de succession le fait que les bénéficiaires disent « moi, je veux bénéficier du Dutreil ». Et pourquoi ils peuvent dire « moi, je veux bénéficier du Dutreil », c'est parce qu'il a été signé, le pacte. Parce que s'il n'a pas été signé, s'il n'a pas été enregistré, je ne peux pas, sauf à être en réputé acquis. Mais en succession, ça marchera que si les héritiers sont dirigeants. Mais sans ça, ça ne pourra pas marcher. Donc, je suis allé un peu vite là, pardon. Donc, voilà, on a cet engagement de période minimum, j'aurais dû souligner minimum, parce que ça peut durer. Et puis ensuite, au moment où la transmission de fait, on a une obligation individuelle qui va durer 4 ans, après l'expiration de l'engagement minimum de 2 ans. Donc, si jamais il est en cours depuis 10 ans, je le dénonce tout de suite et je passe sur les 4 ans.
Et au bout de 4 ans, je suis libre comme l'air, ce qui est d'ailleurs un petit problème du législateur aujourd'hui. Voilà. Et puis, il faut des fonctions de direction. Donc, pendant la signature du pacte, si c'est moi qui le signe ou que je suis dirigeant, alors pour le dire, hein, dirigeant, ça veut dire quoi? Ça veut dire président, directeur général, gérant, mais aussi quand on n'est plus, je dirais, aux manettes, ça peut aussi être président du conseil de surveillance, ce qui est bien pratique dans un certain nombre de cas. Et donc, ce qu'on voit là, c'est que finalement, le pacte Dutreil, c'est 6 ans. Hein, quand on intègre une donation, c'est minimum 6 ans. Mais quand on a signé un pacte et qu'un jour on a envie de donner, en fait, il y a 4 ans qui comptent. Hein. Donc, plus on le signe tôt, vous savez, les 2 ans sont acquis. Et à ce moment-là, quand on donne, les 4 ans démarrent. Je vais sans doute un petit peu vite, mais je pense que vous voyez un peu l'idée. Alors, on a encore un deuxième parachute, il est un peu tardif, hein, il s'ouvre un peu quand on arrive au sol, hein, parce que c'est en cas de décès, c'est le post-mortem. Alors, c'est quoi? C'est que les héritiers ils peuvent choisir, même si on n'a pas signé de pacte, d'en signer un à compter du jour du décès. Et à ce moment-là, je vais avoir les 2 ans collectifs, puis les 4 ans individuels, ça va durer 6 ans. La seule chose, c'est que là encore, on va avoir pour dirigeant qu'un des héritiers, puis on va avoir une deuxième difficulté, il faut que tous les héritiers signent. C'est pour ça que c'est rendre service d'en signer un et d'en enregistrer un avant, parce qu'en fait, c'est pas la peine qu'ils s'entendent tous. C'est toujours des moments délicats, les décès, les successions pour les héritiers, et plus je pense que les choses sont simples, plus on simplifie les choses, mieux c'est. Et le fait que le pacte soit signé, on ne se pose plus la question de savoir si on va signer un post-mortem, si on ne va pas le signer. J'ai eu le cas il y a quelques mois. Enfin, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, mieux vaut le faire avant. Alors, le post-mortem, c'est ce que je vous ai dit, je vais passer vite. Hein, c'est que là, on a forcément 6 ans. Hein, on ne peut pas être à 4 ans, hein, puisqu'on le démarre au jour du décès. Alors, pourquoi est-il prudent? J'aurais pu le mettre à l'envers, hein. Il est prudent. Pourquoi est-il prudent et sans inconvénient, toujours signé et enregistré, hein, le mot-clé enregistré, donc aux impôts, un pacte Dutreil. Parce que le non-respect du pacte Dutreil est sans conséquence tant que le pacte n'a pas été utilisé. Oui, j'ai signé le pacte, je l'ai enregistré et je l'oublie. En fait, l'engagement, il est là, il n'y a pas de problème. Et si je décède, les héritiers vont pouvoir en bénéficier. Donc, donc, passer d'une fiscalité, comme vous avez vu, qui peut être de 45% et qui peut descendre jusqu'à, en succession, on va dire, c'est divisé plutôt par 4. Je ne vais pas faire plus vendeur que... Voilà. Mais 45, voilà, donc 11,26. Donc, c'est quand même très différent. Et on peut avoir le paiement différé et fractionné, c'est-à-dire 5 ans sans payer les droits, et puis 10 ans avec des taux... Des taux très très positifs. Mais ce qu'il faut avoir en tête surtout, c'est que si j'ai cédé entre-temps, il n'y a pas de problème. C'est assez contre-intuitif. J'ai pris un engagement, je l'ai enregistré, mais si je ne le respecte pas, rien de nouveau sous le soleil, rien ne se passe. Et c'est ça qu'il faut avoir en tête. C'est-à-dire que c'est le fait de ne pas le signer, à mon sens, c'est la perte d'une chance. Le signer, on reste libre, en fait. Alors, en fait, pour aller un tout petit peu plus loin, si j'ai 100%, il n'est pas impossible que j'en signe 3 ou 4 des pactes. Parce qu'en plus, l'administration dit, hein, c'est écrit dans ce qu'on appelle le BOFIP, c'est-à-dire la doctrine en ligne et officielle de l'administration, je peux en faire autant que je veux. Je peux en faire un à 100%, on va dire à 99%, hein, parce que je peux en faire un à 80%, je peux en faire un à 60%, je peux en faire un à 40%. Pourquoi? Parce que si jamais je cède des titres entre-temps, il y en a qui vont sauter des pactes. Donc j'avais 100%, j'ai un associé qui arrive et il prend 20%. En fait, mon pacte à 60, il est toujours bon. Ouais. C'est magnifique, hein, la fiscalité. Hein. Voilà. Voilà. Donc le non-respect du pacte est sans conséquence. Et puis, parce que ne pas signer est pénalisant pour les héritiers. Alors là, je l'ai un petit peu détaillé. Je vous l'ai un petit peu dit aussi déjà, en réalité. C'est que l'engagement réputé acquis impose l'exercice de la fonction direction pendant 3 ans à compter de la transmission, doit être assuré quand on est réputé par un héritier. Et donc, ils sont pas tous, on n'est pas toujours dans des cas où ils peuvent reprendre. Quand je fais un pacte, on peut raffiner en réalité. Je peux aussi mettre une société qui s'engage à signer le pacte. En fait, c'est une société où j'ai mis par exemple une action. Je crois qu'on l'a fait aussi.
Pourquoi? Parce que en fait, la société peut être nommée dirigeante le moment venu si j'ai pas de dirigeant sous la main. Et comme vous savez, une société, j'ai jamais dîné avec une personne morale parce que voilà. Derrière, il y a une personne physique, et là, je vais choisir qui je veux. Et donc, en fait, ça me donne une grande souplesse sur le dirigeant parce que je vais aller chercher en fait un manager extérieur pour diriger, mais je vais quand même, finalement, c'est une manière d'effacer la condition de dirigeant, mais l'administration est plutôt d'accord. Parce que, vous savez, en droit français, c'est le droit latin, c'est esprit et tu l'as. C'est-à-dire qu'il y a la règle de droit, mais est-ce qu'on est encore dans l'esprit? Parce qu'on n'est plus dans l'esprit. D'ailleurs, le pénal n'est pas très loin à un moment quand on n'est plus dans l'esprit. À ce moment-là, on a beau respecter la lettre, on est quand même sanctionnable. Voilà, donc par rapport au réputé acquis, on a beaucoup plus de largesse en signant un pacte, de souplesse. Et puis le post-mortem, il est difficile, il peut être difficile à mettre en œuvre car il faut que tout le monde signe, c'est ce que je vous disais, tous les héritiers. Souvent, il y en a un qui dit moi, je n'ai pas envie de signer. Non, il faut vendre. Ou sans ça, c'est combien pour que je signe? Ça arrive. Ensuite, le même sujet que le réputé acquis. Signer, il faut que ça soit un dirigeant, un héritier qui hérite. Et puis c'est plus long, c'est les fameux 6 ans, alors que sans ça, on est à 4 ans en réalité. Ce qui est beaucoup mieux. Voilà. La signature d'un engagement, je vous l'ai dit, permet d'inclure de potentiels dirigeants externes. Et puis, pour le dire, c'est tout à fait contraire à l'intention du législateur initial. Ils en ont conscience, mais c'est curieux qu'ils n'en aient pas pris conscience avant. C'est qu'en fait, vous savez, je vous ai dit, quand j'ai une entreprise, elle vaut 100. L'abattement, on va dire, c'est 75%, je divise par 4, donc je donne sur une base taxable de 25. Imaginez que 4 ans après ou 6 ans après, en fait, il faut toujours un peu plus de délai en fiscal, il faut être modéré, je vende. En fait, mon prix de revient, c'est pas 25, c'est 100. C'est-à-dire que j'ai payé des droits sur 25, mais la plus-value pour ceux qui ont reçu et qui vont revendre, si je vends 120, par exemple, la partie taxable, c'est que 20. Et donc, en fait, entre 25 et 100, finalement, il n'y a jamais eu de droit nulle part. Ni en transmission à titre gratuit, ni en transmission à titre onéreux, c'est-à-dire l'imposition des plus-values. Alors, pour terminer, pour faire un peu de concret, je dirais, il y a un petit pacte là, pour voir c'est quoi un pacte du trail. Donc en fait, un pacte, ce qui est important, c'est entre les sous-signés, c'est qui signe. Alors on peut être tout seul, il faut au moins 34% du capital, mais on peut être pas mal. Ensuite, l'objet de l'engagement, ou à l'exposé préalable, on raconte un peu sa vie. Il faut que ce soit une société qui soit opérationnelle. Et puis ensuite, interdiction d'aliéner. Je le lisais tout à l'heure. Je me disais, on aurait pu mettre, on pourrait mettre, peut-être si Emmanuel et François-Xavier qui sont là-bas sont d'accord. Engagement de conservation, c'est peut-être mieux que interdiction d'aliéner, mais c'est le même esprit. Et puis ensuite, on raconte un peu sa vie, c'est la loi, on va dire. L'exercice des fonctions de direction, vous avez compris que c'était important, tant pendant le pacte qu'après. Donc, on dit qui est là. Et puis, dénonciation, alors la prorogation tacite, parce que je ne l'ai pas dit expressément, mais c'est au moins 2 ans. Donc, généralement, on fait 2 ans avec prorogation tacite, puisque ça peut durer 20 ans, en fait, puisqu'on peut l'oublier et même le déchirer. Et voilà, et c'est tout. Donc là, on a 5 pages. Voilà. Alors, je voulais, peut-être avant les questions, dire oui, c'est ça, ma petite conclusion, c'était de se dire, en fait, le pacte du trail, je le fais là très simple. En fait, ça peut être très compliqué. On fait des formations facilement d'une journée, puis surtout des situations où il y a plein de choses, il y a plein de contraintes. Mais en fait, les contraintes, c'est à partir du moment où on fait la mutation à titre gratuit. C'est pas au moment où on signe le pacte. Il faut se poser quelques questions au moment où on signe, mais c'est surtout ensuite comment respecter. Et donc, en fait, on pourrait terminer par la règle des 80-20, que j'aime bien, personnellement, c'est-à-dire à l'arrache. C'est-à-dire, je fais que les 20, mais j'ai 80% du résultat. C'est de signer 1, 2 ou 3 pactes, sans trop réfléchir. C'est-à-dire qu'on va mettre qu'il y a dedans, on le signe, on l'enregistre, et puis on l'oublie. Et c'est pas forcément un mauvais système, parce que l'idée, c'est de ne pas avoir à l'utiliser si on ne veut pas transmettre. Mais au moins, si jamais on décède brutalement, ça donne aux héritiers la possibilité assez facilement de bénéficier du régime, pour autant qu'ils ne cèdent pas l'entreprise immédiatement,
et qu'on leur en donne les moyens d'une manière ou d'une autre. Et puis pour terminer, toujours sur l'aspect pragmatique, bon, quand on fait à l'arrache, hein, parce que sans ça, vraiment, on peut faire des choses sophistiquées, voilà. Mais il faut se dire qu'un pacte, on est en gros à 1 500 € hors taxe, hein, pour vous donner une idée de faire à l'arrache un truc. Ensuite, bien sûr, la tentation, c'est de faire plus, mais on peut s'arrêter là. Voilà, dit, je ne sais pas le temps que j'ai pris parce que j'ai un peu oublié, mais voilà, en gros, en espérant vous avoir intéressé et donc peut-être démenti Jean-Christophe là-dessus. Puis obtenir la présentation, vous avez le QR code où il y en a un petit peu plus. Alors, y a-t-il une première question? Oui. Ah, c'est loin, hein. En même temps, vous êtes nombreux. C'est tentant de faire un peu de handball, j'avoue. Merci pour la présentation. J'ai deux questions. Une, c'est quelle va être la pérennité? Enfin, est-ce qu'on peut compter sur que cette loi du travail soit encore applicable dans 20 ans, 30 ans? Et la deuxième, c'est dans le cas d'une holding, qui va signer le pacte? Est-ce que ça va être la personne morale, une holding qui détient une société d'exploitation? Alors sur la première question, c'est quand je vous dis que le pacte du travail, c'est en haut de l'affiche parce qu'ils ont beaucoup envie de modifier le régime. Certains de le supprimer, mais a priori, le consensus, c'est plutôt de le conserver d'une manière générale. Comme il a été dit, il y a eu un rapport de... Non, il doit sortir, mais enfin, ils en ont déjà fait la pub. Il y a un rapport de la Cour des comptes qui explique que en 2024, en 2023 et 2024, il y a eu énormément de transmission du travail de très grosses entreprises et que ça a coûté très cher à l'État. Pourquoi? Parce qu'on pensait qu'il allait être modifié assez sensiblement. Et effectivement, il y a beaucoup qui ont fait à ce moment-là. En réalité, on est toujours dans la même situation, parce que comme vous connaissez la situation, je dirais, à l'Assemblée, d'une manière générale, bah, en fait, rien ne passe, hein, en fait. Et donc, ils n'ont pas passé les réformes auxquelles ils pensaient. Maintenant, est-ce que dans 20... Je pense qu'il va durer, mais il sera peut-être un peu moins intéressant, mais les sujets que je vous ai présentés demeureront probablement. Il n'est pas impossible qu'ils augmentent les durées de détention. Vous savez, là, c'est 2 plus 4. Ils peuvent dire 2 plus 6 plus 8. Ils peuvent même, parce que tout est possible, se dire bah, l'abattement, on va aussi le modifier. C'est-à-dire les 75, c'est peut-être 50, c'est peut-être 25. On peut aussi mettre des seuils en disant bah, en fait, c'était les PME et les entreprises moyennes. Mais ce n'est pas pour les grandes entreprises. Hein. CF, le rapport de la Cour des comptes. Donc en fait, il peut y avoir des modifications, mais je pense qu'il va encore durer un certain temps. Maintenant, je ne suis pas dans le mar de café. Voilà. Et puis sur le sujet de la holding, alors, deux cas de figure. Hein. Vous avez H qui détient, on va dire, A, qui est la société opérationnelle. Si H est une holding animatrice, je peux faire le Dutreil sur H. C'est-à-dire que c'est les associés de H qui vont signer. Et imaginons maintenant qu'elle est ce qu'on n'a pas animatrice, une holding passive, ce qui est plus prudent en réalité. Et à ce moment-là, en fait, la cible, la seule société dite opérationnelle et qui n'est pas holding animatrice, c'est A, dans mon cas. Et s'il est détenu à 100% par H, c'est H qui va signer le pacte. Mais les bénéficiaires finaux, on rentre dans le technique, c'est bien les personnes physiques, parce que quand on parle de mutation à titre gratuit, on parle généralement de personnes physiques. En fait, on peut aussi donner un fonds de pérennité à une association. Enfin, on peut faire un certain nombre de trucs si on veut. Hein. Oui, merci Jean. Une petite précision sur la notion de holding active, opérationnelle. Animatrice. Animatrice. Il peut y avoir des cas de figure où il y a plusieurs participations. Une, par exemple, où effectivement on est animateur via un conseil d'administration ou de surveillance, ou je ne sais pas quoi. Et puis une participation où on est dans un vague comité stratégique sans plus. Et puis une participation où rien du tout. Qu'est-ce qui va définir si au global elle est animatrice ou pas? Eh en fait, j'ai oublié un mot-clé, donc je vais vous dire, c'est la notion de prépondérance. C'est-à-dire qu'en pacte Dutreil, il faut que ça soit opérationnel, ce que je vous disais, de manière prépondérante, mais donc pas de manière exclusive, pour le dire. La prépondérance, ça s'apprécie comment?
Aujourd'hui, ça a donné lieu à beaucoup d'encre qui ont coulé sur ce sujet-là. Aujourd'hui, c'est un faisceau d'indices. Et en gros, ce qu'on regarde dans une société holding, il faut qu'elle a plusieurs filiales. Il y en a où, comme vous le dites, elle l'anime vraiment, elle détermine la stratégie parce qu'elle a le contrôle. Il faut contrôler et déterminer la stratégie. Et donc, là, on va regarder la valeur en fait, des titres par rapport à la valeur totale de l'actif. Si cette filiale, ça représente plus de 50% de l'actif brut, hors les dettes, de la côté actif du bilan, on est bon en fait, parce que c'est prépondérant. En revanche, si celle-ci est moins de 50% de la valeur, à ce moment-là, on n'est pas prépondérant. Et alors là, ça ne marche pas. Et à ce moment-là, on va faire le pacte en dessous, mais comme on a une société interposée, l'abattement de 75, il va être prorata de l'actif éligible. On rentre dans le détail, mais voilà. Et le faisceau d'indices, c'est que quand on a plusieurs activités, dans les sociétés opérationnelles, on va regarder le chiffre d'affaires, les valeurs des fonds de commerce, etc. Et c'est une approche un peu globale. Et donc, c'est un peu flou. Voilà, de temps en temps. Oui, j'avais juste une question. Comment on fait pour évaluer la valeur de la société? Et- ouais. En fait, on a recours en fait, à une expertise extérieure. Alors, des gens qui ont pignon sur rue, parce que une expertise, ça dépend vraiment de la signature de la personne qui signe. Et donc, vous avez des cabinets qui sont réputés pour ça. Vous avez aussi des personnes qui sont des experts agréés auprès des cours d'appel, qui sont assez utiles, sachant que, franchement, on a un cas, je crois, Emmanuel, c'est ça, c'est nous. Il y en a un, il dit 15, l'autre, il dit 25. Ouais, c'est tout le temps comme ça. Donc voilà, donc ça reste... Mais en réalité, quand on est en Dutreil, je veux dire, la valeur, on s'en fout. Parce que c'est tellement pas cher, je caricature, mais si vous êtes à 5%, en réalité, le levier, moi je veux bien discuter de la valeur avec un inspecteur des impôts. Ce qui m'embêterait, c'est de discuter de l'application du régime. Parce que l'aspect bombe nucléaire, c'est de la remise en cause du régime. Voilà. C'est pour ça que signer le pacte, c'est pas compliqué, c'est simple. Ce que je dis, c'est la perte d'une chance, à mon sens, de ne pas le faire. Ensuite, la mutation à titre gratuit et le fait que le truc fonctionne, faut quand même regarder. Alors, et puis là aussi où je suis peut-être un petit peu, si on est sûr de la prépondérance, le pacte, vous savez, on le signe, on l'oublie, on s'en fiche, on le respecte ou pas. Mais ce qui se passe, c'est que le pacte il n'est valable que si entre le jour où j'ai signé et le jour où il y a la mutation à titre gratuit, c'est resté à prépondérance commerciale. Si entre-temps, vous vendez la boutique et puis que vous achetez de l'immobilier et que ce n'est pas de la para-hôtellerie ou de l'hôtellerie, par exemple la location meublée aujourd'hui, c'est du patrimonial, ça ne marche pas. Ça ne marche plus en fait, parce qu'on en a fait, mais ça ne marche plus. En revanche, la para-hôtellerie, ça marche. Bienvenue dans le monde. Ouais, pardon. Bonjour monsieur. J'ai une question. Est-ce que cette présentation s'adresse qu'aux vieux ou alors, quand on n'a pas encore fait son argent et qu'en général, sur les bons conseils de Patrick, on finit par faire un obo, est-ce qu'on doit signer un pacte du trade avant un obo ou alors est-ce que ça n'a aucun intérêt ou comment est-ce qu'on articule ça pour faire un truc intelligent? Bon, c'est plutôt après l'obo, puisque en fait, avant l'obo, l'obo c'est quoi, c'est une vente à soi-même, au travers d'une société holding, donc c'est du cash out. Et donc à partir du moment où vous vendez, en fait, vous faites sauter le pacte. En fait, il y a des manières de ne pas le faire sauter, mais il n'a plus d'intérêt. Donc voilà. Donc c'est plutôt après. Alors, est-ce que ça s'adresse qu'aux vieux? L'aspect assurance décès, je vous laisse juge. Il y a peut-être plus de probabilités plus le temps passe. Malgré tout, ça peut toujours arriver. Donc c'est ça l'aspect assurance décès, je dirais. En fait, sinon, ça s'adresse effectivement peut-être plutôt aux personnes qui ont un projet de transmission. Mais l'aspect assurance décès, ça s'adresse peut-être un peu à tout le monde. Et c'est là où peut-être on peut le démocratiser, ce qui me paraît une bonne idée, mais ça c'est une autre histoire. Merci. Moi, je pense que ça ne s'adresse pas qu'aux vieux, parce que comme vous pouvez donner tous les 15 ans, c'est bien de C'est juste, faire tous les 15 ans, vous avez C'est juste, l'occasion de cumuler
différents mécanismes. Vous pouvez donner 100 000 euros à chaque enfant tous les 15 ans. C'est-à-dire que si vous avez envie de transmettre, voilà, c'est vrai, ouais, merci beaucoup, c'est que vous ne donnez pas 45%, vous donnez 5%, 10%, vous savez, et tous les 15 ans, et là, c'est très bien, effectivement. Tant que vous êtes, en fait, curieusement, en fait, ça s'adresse, et je veux dire, moi, j'aurais tendance à dire que ça s'adresse aux cinquantenaires, de manière privilégiée. Pourquoi? Parce qu'en fait, le pack du trail, c'est un truc pour donner avant de vendre. C'est horrible ce que je dis. Enfin bon, maintenant, il le sait. Même, je crois que je l'aurais dit à l'administration. Normalement, l'idée du pack du trail, c'est de conserver. Mais sauf que c'est pas le régime français. Le régime français, c'est qu'au bout de 6 ans, je peux vendre. Et comme vous avez vu, je donne sur une base 25, je vends sur une base 100. Bah, en fait, quand j'ai 50 ans, je dirige ma boîte, je sais que j'ai 6 ans devant moi, je sais que je ne vendrai pas avant, voilà, on va dire 8 ans, parce que j'aime bien, c'est trop rude, il ne faut pas être dans la caricature en fiscalité. Et à ce moment-là, je donne, je suis toujours aux manettes, je suis le dirigeant avant et après, hein. C'est très bien, c'est moi. Pendant les 2 ans de l'engagement collectif, les 4 ans de l'individuel, c'est moi. Les enfants, ils sont actionnaires, et puis 8 ans après, je donne, ben, c'est magnifique. Pour le dire, on regarde un petit peu du côté allemand, dans les histoires d'évolution. Moi, je pense que ça serait beaucoup mieux d'ailleurs. En Allemagne, si je ne dis pas de bêtises, parce que bon, je ne l'ai pas revérifié, quand vous donnez, il n'y a pas de droit. Quand vous vendez, ben, vous payez les droits de donation, de succession, et puis la plus-value. Je trouve que c'est beaucoup mieux de mon point de vue, mais bon, chacun ensuite a son idée. Mais vous voyez, là, on est bien dans un système qui est vertueux pour conserver. J'avais une question un peu technique parce que vous avez surtout parlé de l'engagement collectif. Il est suivi par un engagement individuel. C'est comme Oui. ça que vous arrivez. L'engagement individuel, il doit être formalisé ou il est automatique? Il doit être formalisé, c'est-à-dire que dans l'acte, que ça soit une donation, une succession, il y a écrit que l'engagement est pris. Oui, donc tout est fait au début et après c'est automatique. Alors, au début, tout est fait au début. Au moment du Finalement, collectif. sur un plan formel, il y a la signature du pacte par le candidat transmetteur, on va dire. Et puis, au moment de la mutation elle-même, que ce soit une donation ou que ce soit une succession, à ce moment-là, il y a un papier. Même quand c'est un don manuel, parce qu'on a ce qu'on appelle un acte de reconnaissance, un pacte adjoint de reconnaissance de don manuel. Et donc là, on le fait. Ensuite, dans l'aspect papier, parce que je n'ai pas du tout parlé de l'aspect papier, ça s'est beaucoup simplifié. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des attestations de conservation. Et si je ne dis pas de bêtises, on en fait une qu'on doit joindre au moment de la mutation. Et aujourd'hui, il y en a une à faire à la fin des 4 ans, c'est-à-dire à la fin de l'engagement individuel. Et entre-temps, l'administration peut vous demander d'attester. Voilà. Donc, le sujet, c'est que comme il peut vous demander d'attester entre-temps, il faut aller chercher ses recommandés. Hein, parce que si on ne répond pas, ça fait sauter le truc, et ça, c'est la catastrophe, parce qu'on est post-mutation. Avant mutation, on ne respecte rien, aucun sujet, puisqu'il n'y a pas de conséquences. Après mutation, il faut regarder, quoi. Allez, une dernière question. Et après, j'ai une bonne nouvelle. Juste avant le déjeuner. Avant, Du trail, c'est une bonne nouvelle. Merci Jean. Une petite question. Vous avez cité tout à l'heure l'exemple d'une société H Holding. Dans le cas où la H n'est pas animatrice et donc passive, si j'ai bien retenu, mais qu'elle n'a pas 100% de la société d'exploitation, mais par exemple 50, 60 ou 70%, est-ce que c'est possible de signer un pacte Lutrail? Affirmatif. Bon, voilà. Question, réponse.